c'est devenu une habitude, qui est d'ailleurs Laurent Olivier est quelqu'un qui est très attendu, et donc chaque année, ça fait au moins une douzaine d'années maintenant que les fouilles ont commencé à Marsat. Chaque année, il y a des nouvelles trouvailles, et donc chaque année, il arrive avec son équipe à nous détonner. Donc merci au conservateur du musée du sel, qui lui aussi met ses moyens à sa disposition. Et surtout, merci à l'équipe, vous étiez combien? Une vingtaine cette année, la vingtaine de personnes qui a travaillé dans des conditions pas toujours faciles, parce qu'au bord de la Seine, on travaille souvent dans la boue. Mais ça n'entame ni leur bonne humeur, ni leur... Eh bien, les recherches qu'ils font, les trouvailles qui nous amènent chaque année. Donc, merci à vous. Et puis, étonnez-nous encore sur la chaîne. Voilà. Merci. Bon, merci de nous accueillir encore cette année à l'Exotrail au Bénin. Je suis venu aujourd'hui avec Simon Justret, qui est chercheur au FNRS, c'est ça? C'est l'équivalent du CNRS français en Belgique, et qui vient de l'université de Louvain à La Neuve et qui travaille plus particulièrement sur un domaine qui est important pour nous, c'est ce qu'on appelle la géoarchéologie, c'est ce qui permet de reconstituer l'histoire de l'environnement. Donc je lui passerai la parole et il vous présentera les résultats des travaux qu'il a fait cette année. Alors, donc voilà. Alors pour les gens qui débarqueraient complètement, je ne sais pas s'il y en a dans cette salle, une petite carte pour vous montrer quelles sont les ressources en sel à l'époque de l'âge du fer, donc à l'époque celtique et gauloise, qui en gros depuis moins 800 jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, jusqu'à la conquête romaine, en Europe. Alors ce que vous voyez, c'est qu'en fait, on a exploité, avant l'époque romaine, le sel sur les bords de mer, bien sûr, hein, comme par exemple dans la mer du Nord, dans la Manche, dans l'Armorique, dans l'Atlantique, même dans les îles britanniques. Là, il y a des sédiments qui contiennent du sel, on peut faire le sel de l'eau salée. Et à l'intérieur des terres, évidemment, il n'y a pas de ressources en sel. Et les quelques ressources en sel qui existent, elles sont surtout des sources salées. Donc elles sont signées par des petites étoiles bleues. Vous voyez, il y en a quelques-unes en fait au pied des Alpes, hein, en Franche-Comté suisse. Il y en a également en Autriche, Reichenhall, Halle, Ischl, AOC, etc. Ces sources salées, elles viennent de massifs qu'on appelle le sel gemme, c'est-à-dire du sel en roche conservé dans le massif des Alpes et qui a été exploité par mine dans deux sites qu'on connaît. Le site de Hallstatt, qui a donné son nom à la civilisation du premier l'époque de Hallstatt, au moins 800 et moins 450. Et puis un site immédiatement voisin qui s'appelle Allein, qui a été exploité lui au deuxième âge du fer, à l'époque gauloise. Et puis ce que vous voyez, c'est qu'en fait il existe un certain nombre de sources salées, c'est les points rouges, qui ont été exploitées, alors là de manière très intensive, surtout en Allemagne, hein, Schwäbisch Hall, Bad Friedrichshall, Bad Nauheim, Halle, et en fait en France, la vallée de la Seille est l'un des seuls endroits où des sources salées surgissent au milieu du sol et ont été exploitées à l'époque de l'âge du fer. Alors, pourquoi ça a été exploité aussi intensément? En fait, quand on regarde à quoi sert le sel, avant l'invention du frigo et du congélateur, c'est la seule possibilité pour conserver des aliments pendant de longues durées. Donc, vous connaissez tous le saloir avec le lard, les jambons, mais il ne faut pas oublier que c'est utilisé aussi pour faire du fromage, et c'est utilisé aussi pour conserver des légumes, par exemple la choucroute, voilà, et conserver dans la saumure. Donc en fait, quand on regarde dans les sociétés avant la révolution industrielle, si on prend 100 kg de sel, ben vous en avez près de 70 qui sont utilisés pour conserver les aliments. Et puis la deuxième catégorie d'utilisation du sel, que les agriculteurs connaissent bien, c'est la nourriture du bétail. Parce que les herbivores ont besoin qu'on complète leur alimentation avec du sel. Les vaches produisent un lait de meilleure qualité, les moutons de meilleure laine, etc. Donc il faut donner du sel aux moutons, aux vaches et aux chevaux, souvent en quantité importante. Et puis il y a la consommation humaine. On a besoin, c'est discuté par les médecins, de mettre une certaine quantité de sel dans notre alimentation, mais c'est négligeable en réalité. Alors qu'aujourd'hui, maintenant,
sel sert presque exclusivement à ça. Donc vous voyez que dès que vous avez des sociétés qui sont sédentarisées, qui habitent dans des villages, qui ont des troupeaux, donc dès le néolithique, dès le développement de l'agriculture, c'est-à-dire dès le 5e millénaire avant Jésus-Christ, il faut du sel. Et il faut du sel en quantité régulière. Donc le sel, on vient de le voir, on l'a au bord de la mer, mais dans les quelques endroits où ça existe à l'intérieur des terres, vous comprenez que ça a été exploité de manière intensive parce que c'est une ressource qui est utile non seulement aux gens des environs, mais aussi aux gens qui habitent aux alentours, même à des centaines de kilomètres des endroits où il y a du sel. Alors, un petit rappel sur le briquetage de la Seille, le briquetage de Marsal. Vous voyez en haut à gauche à quoi ça ressemble. Hein, c'est des restes de fourneaux à sel, des restes de bar, des restes de caves, de terre cuite. Et ça a été découvert au tout début du XVIIIe siècle, quand, à la fin de la guerre de 30 ans, vous savez que le duché de Lorraine est indépendant, et les Français ont profité du fait que le duc de Lorraine s'était éclipsé, était parti, pour s'emparer des endroits stratégiques, et qui produisaient des ressources essentielles, dont Marsal. Et Louis XIV a décidé, a ordonné à Vauban de fortifier Marsal. Et quand on a fortifié Marsal, alors vous voyez que dans le plan avec les bastions, etc., l'ingénieur royal, qui s'appelait Artésé de Sauvagère, s'est rendu compte que la ville, c'était une ville à l'époque, était assise sur une épaisseur de presque 10 mètres de ce que les gens du village appelaient du briquetis ou du briquetage. Donc le mot briquetage est resté dans le vocabulaire scientifique à partir de ce moment-là pour décrire les amoncellements de terre qui se passe sur la ville de Marsal. On a trouvé aussi à Moyenville, évidemment, à Vic-sur-Seille et à Salogne. Alors, je vous passe sur les premières phases des travaux qu'on a réalisés. Depuis maintenant 2007, on a commencé une fouille dans un secteur qui se trouve au sud de Marsal, la Seille qui coule est une petite fouille, à un endroit qui s'appelle La Digue. Et en fait, on est sur un secteur d'atelier qui se trouve à l'extrême droite de la carte. Vous voyez, tous les petits points, chaque carré fait 50 mètres de côté. Hein, donc on est étendu presque 2 km, là, et tous les petits points sont des concentrations de fourneaux. Et nous, on fouille. Alors, la grande ligne grise horizontale, c'est la Seille, la nouvelle Seille, et nous, on fouille un atelier qui se trouve à l'extrême droite de la carte. Alors, c'est un atelier qui a servi à produire du sel au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui nous a intéressé, c'est de comprendre ce qu'on appelle la chaîne opératoire, c'est-à-dire toutes les différentes étapes techniques qui vont depuis le moment où on puise la saumure dans les sources les plus salées, jusqu'au moment où on fait des pains de sel, c'est quoi les différentes étapes techniques et à quoi ça correspond en termes d'installation. Voilà. Alors, on a affaire à un site qui est très très intéressant parce qu'il présente ce qu'on appelle techniquement une particularité, c'est-à-dire qu'en très très peu de temps, on estime que notre site a été occupé pendant une durée de temps qui est de l'ordre de moins d'un siècle, peut-être 50 ans, peut-être 75 ans. On a eu 2,50 m de couches qui s'accumulaient. Donc en fait, dans un temps très très court, on a beaucoup de couches qui sont accumulées, ce qui est très rare sur les autres sites archéologiques. Et vous voyez en jaune des niveaux qui sont des niveaux d'inondation. Donc on a pu voir par cela que en fait, l'exploitation du sel, c'était une activité saisonnière. Ça se faisait en dehors des périodes d'inondation, c'est-à-dire certainement entre le printemps et l'été. Les terrains étaient inondés entre l'automne et l'hiver. Et puis l'activité reprenait sans doute au printemps. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est unique à Marsal. Ça existe aussi dans des autres endroits où on continue encore à faire du sel avec ces méthodes traditionnelles. On fait du sel au printemps et en été parce que c'est une période où il fait chaud et où il y a un petit peu de vent. Et ça permet d'accélérer l'évaporation de la saumure. Alors aussi, c'est un site qui est très très intéressant pour ce qu'on appelle l'archéobotanique, parce que comme c'est un milieu qui est salé et un petit peu peseux, il y a une conservation des restes végétaux qui est extraordinaire. On trouve de très nombreux fragments de noisettes, mais aussi des graines. On a trouvé des noyaux de cerises. De manière microscopique, on trouve aussi des pépins de fraises. Enfin, on trouve tous les restes des plantes qui ont été consommées ou mises en œuvre, utilisées, cultivées sur le site, ce qu'on ne trouve pas sur les sites habituels. Sur les sites habituels, ça se décompose et ça ne se conserve pas. Donc on a des informations, on a beaucoup d'informations sur le milieu naturel, en fait. Alors, je vous ai dit que l'objectif de notre projet à la Digue, c'était
de comprendre la chaîne opératoire de production du sel. Et on y est arrivé. Et c'est pourquoi cette année, c'est notre dernière campagne sur ce site. On est parvenu à comprendre les différentes étapes de production du sel. Alors, il y en a 4. La première étape, c'est l'extraction de la saumure. On n'a pas trouvé les puits dans lesquels est épuisée la saumure, mais vous allez les voir, on a tout un ensemble d'outillages qui montrent que la saumure a été tirée dans des puits et remontée dans des baquets en bois avec des cordes. La deuxième étape, c'est très important, c'est une étape qu'on n'imaginait pas jusqu'à il y a encore quelques années, c'est tout ce qui concerne la concentration de la saumure et le fait de la porter à saturation. Parce que, en fait, quand l'eau salée remonte du sous-sol, si vous avez visité le chantier, vous voyez que c'est vraiment une eau saumâtre, c'est une eau verdâtre, avec beaucoup de bactéries qui forment un film assez peu ragoûtant. Il faut la décanter et il faut la purifier. Il faut enlever les argiles qui sont mélangées, il faut enlever tous les restes végétaux pour obtenir quelque chose de pur. Et puis aussi, ce qui est important, il faut amener cette saumure à saturation. Il faut qu'on ne puisse plus réintroduire du sel. Donc il y a toute une série d'étapes qu'on a vues en fouille, qui sont marquées par des structures en bassin. C'est des fosses avec des parois revêtues d'argile qui servent à filtrer la saumure, à l'enrichir avec des terres qu'on lave dans lesquelles il y a du sel, de manière à porter la saumure à saturation. Et puis la troisième étape, c'est l'extraction du sel de la saumure. Et on extrait un sel mouillé, en fait, qui, dans une quatrième étape, est mis à chauffer dans des petits, à cuire dans des petits pains de sel, dans des moules à sel. Vous en avez un fragment ici. Donc c'est des pains qui font à peu près 20 cm de long, 15 de large, 5 cm d'épaisseur. Et donc ce sel mouillé, donc mis à cuire pour faire des pains dans des moules à sel. Alors ça, vous avez un diagramme chimique ici qui vous a permis de comprendre que, en fait, l'hypothèse traditionnelle qu'on envisageait, c'est-à-dire qu'on prenait la saumure et puis on faisait évaporer l'eau complètement pour obtenir du sel, ça ne marche pas, ce truc-là. Ça ne marche pas parce que, en fait, si vous faites ça, vous allez obtenir du sel, mais plus vous allez continuer à évaporer votre saumure, et plus vous allez avoir aussi des éléments qui sont impropres à la consommation. Vous allez finir avec quelque chose qui est du sel, mais aussi des éléments qui sont à consommer. Donc c'est pourquoi, en fait, la production du sel se fait dans ces 4 étapes qu'on a vu. Alors c'est aussi un site extraordinaire, comme on l'a dit, pour la préservation des restes en bois. On a des séries de piquets dans un état de préservation exceptionnel. Et cette année, on a trouvé pour la première fois toute une série de piquets en chêne. D'habitude, on avait du mal à les trouver. Et on a bon espoir qu'on va pouvoir arriver à faire une date dendrochronologique, c'est-à-dire en étudiant les cernes des arbres. Ceux qui sont les mieux connus pour le moment, c'est le chêne. On connaît l'épaisseur, la variation d'épaisseur des cernes pour le chêne jusqu'au moins 10 000. Et avec une série si on a suffisamment de cernes, on peut dater l'année et même la saison à laquelle ont été coupés les arbres pour faire les piquets. Donc ça, on a bon espoir d'obtenir des bonnes dates. Vous voyez ici les restes d'un baquet à saumure qui est détruit il y a quelques années. Une corde pour tirer les saumures des saumures trouvées l'année dernière. Elle est faite en fibre végétale. Et vous voyez que ces baquets, ça existe encore dans d'autres cultures traditionnelles. Au Tibet, par exemple, on a des baquets de ce type-là que les femmes portent leur dos et ça sert à ramener l'eau salée qui est tirée des puits et à les amener vers les bassins où la saumure est décantée et concentrée. Alors, depuis 2012, en fait, on s'est déplacé vers une zone qui est un petit peu à la périphérie de l'atelier. Et dans ce secteur, on découvre depuis l'année dernière des constructions en bois exceptionnellement préservées. On a des radiers de madriers de branchage qui ont servi à assainir le sol, parce que la géoarchéologie, Simon va vous en parler tout à l'heure, montre que notre atelier est situé dans une anse de la Seille ancienne et qu'on a cherché, dans un milieu qui était très humide et périodiquement inondé, à stabiliser le sol pour pouvoir installer les bassins de décomptation. Voilà. Alors, on a trouvé aussi d'une manière une concentration absolument anormale d'éléments de parure féminine, des bracelets, en particulier le genre de bracelets, qui sont des bracelets. Alors, on disait d'habitude que c'est du lignite ou du schiste,
Et on les a fait analyser au laboratoire du CNRS d'Orléans, à l'IRAMAT. Et en fait, ça a permis de déterminer qu'ils ont tous la même composition physico-chimique, mais on ne sait pas déterminer encore actuellement le gisement d'où ça provient. Et on a trouvé à Marsal des débris de fabrication de ces bracelets qui ont été portés, qui montrent que les sauniers de Marsal importaient de la matière première brute, et dans cette matière première brute, ils fabriquaient des bracelets qui étaient ensuite diffusés dans toute la Lorraine. Ce qu'on peut voir, c'est que ces bracelets, en fait, ils ont tous été cassés, ils ont été portés, ils sont souvent usés, il y a des traces de coups, et ils se sont perdus en étant cassés, en se cassant pour le travail. On trouve aussi des éléments de perles plus riches, comme des perles d'ambre. On avait une petite, il y a quelques années, on vient d'en retrouver deux, on va vous en montrer une. Et ça, l'ambre, c'est une matière première qui est importée de la Baltique. C'est un ambre rouge de provenance lointaine. Donc ça signale une population qui n'est pas une population pauvre, en fait. Et ces gros bracelets en roche noire, en fait, dans les tombes, on les trouve en Lorraine associés aux tombes des femmes qui sont les plus hauts niveaux de la société. C'est des femmes qui sont associées à des tombes de petits seigneurs, aristocrates, cavaliers, enterrés avec des grandes épées en fer. Et c'est les tombes les plus riches. Et elles portent des paires de bracelets comme ça aux deux bras. Et au-dessus, elles ont des gros bracelets en bronze avec des côtés onduleux. Il y a toute une série au musée Lorrain, à Nancy. Et évidemment, ces bracelets en bronze ne sont pas cassés, on ne les a pas trouvés dans la fiche. On a trouvé, c'est ce qui était fragile. Alors, ce que montre l'ethnographie, quand on va regarder les endroits où on continue à traiter de la saumure, comme ça, donc il y en a au Niger, il y en a à Bali, il y en a au Guatemala, il y en a en Amérique du Sud. Et dans ces endroits-là, on constate qu'il y a toujours une division sexuelle du travail. C'est-à-dire que c'est les femmes qui s'occupent du traitement de la saumure. C'est les femmes qui s'occupent de concentrer la saumure, la transvaser d'un bassin à l'autre. Là, vous avez une vue ici des salines du Niger. Et vous voyez que l'outil principal qui est utilisé pour transvaser l'eau salée, c'est des récipients, des sortes de coupes. En Afrique, on utilise des calebasses. Et à Marsal, on a trouvé une concentration absolument anormale de grandes coupes en céramique, comme ça, dont certaines étaient abandonnées même dans les bassins. Et ça nous donne à penser que ces coupes-là ont probablement servi à transvaser la saumure d'un bassin à l'autre, et que ce travail était fait, comme ça se fait toujours encore aujourd'hui, par des femmes. Et des femmes riches, c'est-à-dire certainement des femmes qui n'étaient pas des ouvrières, c'est des femmes qui possèdent des ateliers ou qui appartiennent aux familles qui possèdent ces ateliers. Donc, petite parenthèse, ça renverse notre appréhension naturelle. On aurait tendance à penser qu'un travail dur est fait par des esclaves ou des ouvriers. On a tendance à penser un travail comme ça à la chaîne fait de manière industrielle comme au XIXe siècle. Et en fait, c'est pas du tout ça, c'est fait au contraire par des gens riches. Et c'est la même image qui se dégage du site de Hallstatt, où on comprend maintenant que la nécropole, le cimetière de Hallstatt, qui est un des plus grands cimetières que j'avais découvert en Europe, en fait, c'est le cimetière des mineurs. Et ça, on le sait parce que les études des ossements ont montré qu'ils ont des déformations osseuses qui sont liées au travail du pic pour les hommes, et pour les femmes, aux déformations du dos, parce que c'était elles qui portaient les bottes remplies de morceaux de sel qui étaient retirés des mines. Voilà. Alors, on a aussi trouvé d'autres types d'objets, comme des pics en bois de serre, qui ont été abandonnés, cassés, ou un peu pleins. Donc, vous voyez celui-ci, la pointe du haut est cassée. Et ça, on les retrouve associés aux fourneaux. Et là encore, quand on regarde l'ethnographie, en Afrique, ça n'existe plus aujourd'hui, mais au Niger, on a fait on a produit du sel avec des techniques très proches de celles du briquetage, avec des fourneaux en terre cuite. Et les hommes portaient des haches, pics, qui leur servaient à casser les moules à sel pour récupérer les pains de sel. Et donc, on a beaucoup de ces objets-là, beaucoup de fragments de ces objets, des morceaux de pointe, ou des pics qui ne sont plus utilisables, qui sont jetés avec les débris de production des fourneaux et qui ne sont jamais associés au reste qui vont avec les bassins. Donc ça nous donne à penser que ces outils-là sont les outils qui sont utilisés par les hommes alors que les femmes, et que les hommes s'occupent des fourneaux alors que les femmes s'occupent des bassins. C'est d'ailleurs une chose qu'on observe encore couramment aujourd'hui. Alors, cette année, on a trouvé
toute une série d'éléments de parure. Vous avez là un petit bracelet, un très petit bracelet qui est un bracelet d'enfant. Ça pose une question, parce que dans les mythes de Hallstatt, les enfants travaillent aussi. Quand c'est possible, on a aussi fait travailler les enfants à Marseille. Et puis vous avez là une toute petite perle d'ambre jaune qui a été trouvée cette année. On en a deux. On a une autre petite en ambre rouge, mais qui est toute petite et qui ne donne pas grand-chose à la photo. Alors avec les éléments de parure, on a des poteries complètes. C'est des récipients à boissons, enfin c'est comme ça qu'ils sont traditionnellement interprétés, et on ne s'explique pas leur présence. Il y a certainement une raison, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là. Ce n'est pas des récipients qui ont servi à transvaser la saumure, c'est autre chose. Habituellement on trouve ça dans les tombes, et c'est lié à la consommation de la boisson. Des boissons probablement fortes, hein, c'est des tout petits gobelets. C'est pas pour boire de la bière. Voilà, je laisse la parole à Simon. Depuis 2004, en parallèle du projet archéologique proprement dit du cryptage, il y a tout un volet de géoarchéologie, c'est-à-dire de reconstruction du paysage géologique essentiellement autour des secteurs d'atelier qui est en route. Alors le but, c'est de reconstituer les transformations du milieu qui ont eu lieu depuis essentiellement l'âge du fer, mais on s'intéresse aussi aux périodes antérieures et ultérieures, et de pouvoir détecter les zones propices à l'habitat, parce que grâce à la géophysique, Laurent vous a montré certaines cartes, on peut localiser déjà certains sites, mais on ne les a pas tous. Donc le but est de pouvoir proposer aux archéologues des zones favorables à l'habitat et qui peuvent par la suite être prospectées ou fouillées. Donc ce sera peut-être l'objet des campagnes de fouilles ultérieures. Jusqu'à maintenant, on a une couverture de la vallée qui est extrêmement conséquente. C'est peut-être une des vallées les mieux couvertes du point de vue de la géoarchéologie en France, avec plus de 250 carottages qui ont été effectués, en partie par moi et en partie par une équipe anglaise. Et vous pouvez voir que c'est ce qui est représenté sur cette carte. Vous avez les points rouges qui représentent les points où ces carottages ont été prélevés, avec une densité plus importante aux environs de Marseille, puisque c'est là que le secteur qui nous intéresse se trouve. Et vous voyez le secteur de l'atelier de la digue qui est indiqué directement au sud de Marseille. Alors, l'intérêt réel de ces carottages, c'est de pouvoir nous montrer, comme je vous ai dit, les zones qui auraient pu être habitées depuis sans doute le mésolithique, paléolithique, jusqu'à grosso modo l'âge du bronze et le premier âge du fer. Donc ces cartes ici en bleu qui sont superposées à la topographie actuelle sont des cartes paléotopographiques dessinées à partir des données de carottage qui vous montrent un état de la vallée, de la topographie de la vallée telle qu'elle pouvait être aux environs de 13 000 avant le présent. Donc juste au début de la dernière période géologique dans laquelle nous nous trouvons encore, qui est l'Holocène. Donc vous pouvez voir qu'il existe certaines zones en bleu sombre qui sont des zones plus basses, qui sont probablement les zones où l'ancien cours de la Seille passait, et des zones plus hautes, donc qui sont ici représentées en bleu plus clair, qui sont des zones potentiellement intéressantes pour l'archéologie, puisque ce sont des zones qui sont moins fréquemment envoyées par les inondations de la rivière, et donc qui pourraient avoir été intéressantes pour l'habitat. Alors, cette année-ci, on a consacré une bonne partie de notre temps, une dizaine de jours, grosso modo, à tenter de mieux comprendre l'organisation, le paysage immédiat autour de l'atelier de la digue. Donc, vous voyez la vignette en haut à gauche, une photo de la fouille de la digue actuelle avec la ligne rouge qui montre une coupe le long de laquelle on a prélevé toute une série de carottages dans lesquels on a décrit tous les sédiments et qu'on a réinterprété sur l'image que vous avez ici en dessous. Donc chaque flèche rouge représente un point de carottage. Alors on a été jusqu'à carotter dans les levées de terre du XVIIIe siècle, comme vous pouvez le voir. Et donc on a pu clairement identifier, vous avez la fouille sur la gauche, donc dans la coupe, que le niveau de bois que Laurent vous a présenté et qui est ici indiqué par les petits X se situe à la base du bruitage, et que cette base du bruitage repose sur un niveau grisâtre, qui est un niveau de dépôt de rivière, essentiellement argileux. Alors maintenant, un autre élément intéressant, c'est que l'âge du fer, premier et second âge du fer, peuvent être plus ou moins calés entre les deux lignes noires. Donc ce sont les dépôts que j'ai ici
pris en sandwich entre les deux lignes noires. Donc vous voyez le dépôt rouge de briquetage, le dépôt orange qui représente du briquetage redéposé dans un ancien chenal de la rivière, donc dans une zone en contrebas. On pense que les sauniers déversaient directement leur rejet de production dans la rivière. Et vous avez tout ce qui est en jaune, toujours entre les lignes noires, qui correspond à l'endroit où au sable laissé par la rivière des premiers et second âges du fer. Et tout au bout, donc au nord-ouest, ici, dans un fossé du 18e, on a rencontré à 1 ou 2 mètres de profondeur de nouveau des briquetages redéposés dans l'ancien cours de la rivière, mais cette fois-ci avec des rejets qui sont essentiellement datés du second âge du fer. Donc on voit ici que notre résolution chronologique pour ce cours de l'ancienne rivière au moment de l'occupation du site de la digue est de l'ordre de l'âge du fer. Donc on ne sait pas distinguer le premier du second âge du fer dans nos travaux actuels. Alors, je reviens sur la carte que je vous avais présentée, sur la question des zones plus élevées qui pouvaient avoir été utilisées pour l'habitat, mais également pour les métropoles. Donc ce sont ce que j'ai appelé les terrasses pléistocènes. Vous les avez ici en HUV jaune. Donc ce sont ces zones qui ont été préférentiellement ciblées à partir de cette année, mais également l'année dernière, par la prospection géophysique afin de vérifier notre modèle et l'idée que ce sont sans doute ces lieux qui ont été utilisés de manière préférentielle pour l'habitat. On était relativement content l'année dernière, donc c'est une image de la prospection géophysique réalisée par la société PZP en 2012, qui a été réalisée sur la zone directement au nord-est de Marissal, donc où vous avez la flèche de droite qui part du terrasse pléistocène. Et vous voyez, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, mais il y a bien des signatures archéologiques avec des structures circulaires qui pourraient correspondre à des structures funéraires, et également une série de doubles fossés, ici en noir, qui sont également assez énigmatiques, on ne sait pas très bien. Je pense que l'idée générale qu'on a, c'est que ça pourrait être plutôt du second âge du fer, voire du haut Moyen Âge. Donc, je laisse voilà. Alors, donc vous voyez qu'on a fouillé, on a terminé on s'est occupé de faire la fouille de l'atelier de briquetage. On a regardé l'environnement naturel autour. Et puis on a effectué cette année une série de prospections géophysiques, c'est des prospections géomagnétiques, afin d'avoir une image de l'occupation à la périphérie des sites d'atelier. Alors on utilise une technique qui consiste à mesurer le magnétisme du sol, donc c'est avec un instrument qui prend des points tous les 20 cm. Et puis maintenant, avec la puissance de calcul des ordinateurs, on arrive à traiter des millions de points et à faire des cartes. Et en général,